C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons commencer les cours du module de biochimie pour cette quatrième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil endocrinien et l'appareil reproducteur. Et on va commencer avec un cours qui va faire office d'introduction, un cours introductif, qui va entamer et parler des généralités sur les hormones. Ce cours-là est un cours relativement long qui sera divisé en deux voire trois parties, avec une première partie qu'on abordera dans cette vidéo qui parlera exclusivement des hormones, pas de leurs récepteurs. Des hormones en tant que molécules, des hormones qui vont s'inscrire dans le processus ou du moins le mécanisme physiologique qui est la communication ou la signalisation cellulaire, et on va aborder les différentes caractéristiques de leur synthèse, de leur sécrétion et de leur transport. Les généralités en somme sur la molécule chimique qu'est l'hormone, avec bien sûr les différentes classes et les différents types d'hormones. Les récepteurs, on les abordera dans la partie 2 voire 3 de ce cours qui est, qui m'a la balek, relativement toile. Avant de commencer notre cours, on remercie, comme à notre habitude, les enseignants et professeurs de biochimie de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement Lioma, professeur Douaibia, pour le fabuleux diapo de cours que l'on va utiliser. Sans plus tarder, on peut commencer notre cours et on va d'abord parler du plan Terna qu'on va suivre et ce qu'on va aborder pour aider les généralités sur les hormones. Tout d'abord, comme à notre habitude, on va commencer avec une petite introduction. Une introduction où est-ce qu'on va définir et introduire le mécanisme qu'est la signalisation cellulaire, la communication cellulaire, c'est-à-dire l'ensemble des procédés qui permettent à des cellules dans un organisme pluricellulaire, à des cellules qui vont constituer des organes et des tissus différents, de communiquer ma bénatom pour synchroniser leurs fonctions et par la même occasion réguler les constantes physiologiques et les métabolismes le cortéaque. Donc on va introduire cette signalisation cellulaire pour juste après définir les différents types. Les types de signalisation cellulaire qui on peut les classer en trois grandes signalisations. Ce qui va nous intéresser, ce sera surtout la signalisation endocrine. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va comporter des molécules chimiques particulières qu'on pourra appeler hormones. Et ces hormones-là, c'est eux qui vont nous intéresser en biochimie. On va d'abord faire un bref rappel historique sur la découverte, la compréhension et même la dénomination des molécules qui font لهم hormones وشنو هما les premières hormones اللي قدرنا نكتشفوهم قدرنا نفهموهم ou bien sûr les conséquences à le développement de la science et le développement de la médecine à l'époque. On va ensuite définir l'hormone, on pourra ensuite définir et distinguer l'hormone peut-être parce qu'il faut savoir que on définit certains étudiants ou bien même certains professionnels de santé, on peut appeler hormone tout et n'importe quoi. Il y a cette erreur-là qui dit de définir une molécule chimique qui a une action biologique particulière qui permet la signalisation de la communication cellulaire comme étant une hormone. C'est faux. Une hormone, c'est un des types de molécules de signalisation qui est spécifique et qui va avoir une caractéristique physiologique très importante. C'est comme ça qu'on va réussir à définir cette hormone. En définissant l'hormone, on va donner ses différentes caractéristiques. وشنو هما الخصائص اللي يخلي هذيك l'hormone تكون justement une hormone. Puis on va voir ce qui va justement conditionner son travail, ce qui va conditionner son activité avec les différents stimulus qui vont intervenir pour sa sécrétion. On continuera avec l'étude de la classification des hormones. وشنو هما les différents types d'hormones et وشنو هما les différents types de classification. On va avoir deux types de classification selon la nature chimique et selon la polarité des hormones. On organisera les différentes hormones du système endocrinien selon 5 axes hypothalamo-hypophysaires. Parce qu'il faut savoir que les hormones qu'on va étudier, elles sont soit sécrétées par des glandes périphériques qui sont bien connues, la surrénale, la thyroïde, les gonades, ou bien elles sont sécrétées par un tissu neuro-endocrinien. Un complexe qui va mélanger, qui va permettre de faire la liaison entre le système nerveux
et le système endocrinien hormonal, ce sera le complexe hypothalamo-hypophysaire. On va voir que les hormones elles vont s'organiser selon 5 axes. On va bien sûr définir la suite de l'étude de notre module de biochimie. On parlera de la synthèse des hormones selon leur nature chimique et ensuite on va voir après la synthèse, comment est-ce qu'elles vont être sécrétées, qu'est-ce qui va conditionner et réguler la sécrétion des hommes, le transport des hommes et comment est-ce qu'elles vont agir, leur mode d'action très brièvement. Ce mode d'action-là, bien sûr, il sera vu plus en détail lorsqu'on étudiera les récepteurs. On verra les récepteurs des hormones, qu'ils soient membranaires ou pas, hein, qu'ils soient à l'intérieur de la cellule même. La deuxième et troisième partie de le cours, les prochaines vidéos. Là, on va quand même se concentrer sur toutes les plaques que je viens de te faire défiler qui va constituer une première partie de le cours qui sera vraiment les généralités sur les hormones b'dat. Les récepteurs, comme je t'ai dit, on les laissera pour la prochaine fois. On commence avec notre introduction. On va commencer par définir et, et surtout voir l'importance du mécanisme qui va mettre en jeu plusieurs molécules chimiques, dont les hormones. Il faut savoir que l'organisme humain il est constitué d'un ensemble d'abord d'organes. Ces organes-là, d'abord d'appareils et de systèmes qui sont constitués d'organes. Chacun des organes est constitué de tissus et chacun des tissus va être constitué d'un ensemble de cellules. Nous sommes donc des organismes pluricellulaires. Le corps humain terna est un corps constitué d'une pluralité d'un ensemble de cellules. Malgré cette pluralité, le fait est qu'on a bzaf le corps terna, on remarquera que le corps terna il va suivre une régulation précise qui fait que chacune des cellules dans des conditions physiologiques normales va synchroniser son action avec d'autres cellules qui sont extrêmement bad اللي ما عندهم حتى علاقه معهم كيفاش le pancréas et le foie qui peuvent avoir des cellules qui sont à distance ما بيناتهم peuvent coordonner leur action dans une chute ou là, une augmentation de la glycémie. Comment est-ce que le rein et le foie peuvent coordonner, synchroniser leur action pour détoxifier ou excréter, métaboliser certaines substances au niveau de notre organisme? Ça se fait grâce à une communication. Les cellules communiquent ma بيناتهم. Et cette communication-là, qui est intercellulaire, c'est un mécanisme très très important qui permet à la cellule de passer d'un état passif à un état actif. N'importe quelle activité, n'importe quelle fonction que la cellule est capable de faire, elle ne le fera que si tu lui donnes un ordre. Que لو كان تعطيلها امر تعطيلها un signal اللي يخليها دير هذيك l'action. هذا le signal, c'est ce qu'on appelle le signal extracellulaire, il va prendre la forme d'une molécule chimique. Cette molécule chimique, elle est excrétée, elle est synthétisée et sécrétée par une autre cellule qui peut être à côté, qui peut être très lointaine, ou là carrément ça peut être la cellule elle-même qui va s'auto-signaler. Ce mécanisme-là qui permet aux cellules de communiquer ma bénatome, qui permet aux cellules de synchroniser leur action et qui permet aux cellules de devenir actifs, d'avoir une certaine activité, c'est ce que l'on appelle la signalisation cellulaire ou la communication cellulaire. Et qui m'a c'est un mécanisme indispensable, nécessaire l'organisme تاعك. وعلاش؟ parce que l'organisme تاعك il est متكون من عدة خلايا, une pluralité de cellules, ce qui fait que باش نقدروا نرجعوا l'organisme تاعنا يدير les fonctions تاعو physiologiques ويريغولي ويكونترولي les métabolismes et les voies métaboliques تاع le corps تاعو كيما يلزم. Pour permettre cette régulation, il faut qu'il y ait une communication d'une cellule à une autre. Sinon, l'organisme ne peut pas. Cette communication-là, elle va faire intervenir des molécules chimiques, des substances chimiques que l'on appelle des signaux extracellulaires ou là des molécules informatives. Le but, c'est d'être sécrété ou bien exprimé par des cellules pour informer les autres cellules, les autres tissus, les autres organes et appareils à l'organisme d'une situation physiologique donnée.
Ces différentes molécules de signalisation كيفاش حيخدموا حيخدموا en se fixant sur des protéines qui ont des sites de fixation مستقبلات, des récepteurs. Et ces récepteurs-là, on peut les retrouver soit à la surface de la cellule, c'est ce que l'on appelle les récepteurs transmembranaires ou bien membranaires, ou bien on peut trouver des molécules de signalisation qui vont traverser la cellule pour retrouver le récepteur et se fixer à un récepteur qui est à l'intérieur de la cellule. Il est dit intracellulaire. On peut le retrouver soit au niveau cytosolique ou bien cytoplasmique, ou bien carrément au niveau du noyau. On parle de récepteur nucléaire dans ce cas-là. Une fois que la molécule tlaqa le récepteur taha, il y aura fixation bien sûr. Il y aura liaison entre les deux pour former un complexe. Un complexe molécule de signalisation ou la signal récepteur. Ce complexe-là, il va entamer une série, une cascade des réactions qui vont se faire à l'intérieur de la cellule. Des réactions, les HOMA, ils vont me donner une réponse cellulaire. Ils vont permettre de faire que la cellule passe d'un état passif à un état actif. Une action, pour effectuer une action donnée. Et les actions, c'est toutes les actions les la division, c'est la multiplication cellulaire, c'est la prolifération. La différenciation cellulaire, c'est-à-dire le fait est qu'une cellule exprime un gène donné pour pouvoir synthétiser une protéine donnée qui va avoir un effet sur sa structure, le bunya taha, mais également sur sa fonction, le wadifa taha. Également, ça permet de contrôler le métabolisme pour que la cellule fasse rentrer ou fasse sortir du glucose ou bien n'importe quel autre métabolite ou molécule chimique. On a besoin qu'un signal extracellulaire vienne, qu'une molécule informative vienne pour permettre à la cellule de faire cette activité. Maintenir l'intégrité cellulaire ou voire même la mort. La cellule ne peut pas mourir selon une mort programmée que l'on appelle l'apoptose si elle ne reçoit pas un signal lui disant justement de mourir. N'importe quelle activité que la cellule va faire est donc sous le contrôle d'un ordre, d'un signal, et c'est ce que l'on appelle la signalisation cellulaire. Cette signalisation peut prendre plusieurs formes. عندك عدة أنواع من les signalisations, mais les communications اللي تنداروا entre les cellules. On peut les classer selon 3 types. Il y a des auteurs qui vont les classer selon 4 types. Et on va voir وعلاش. Les signalisations qu'on va voir, ce sera les signalisations endocrines, paracrine et autocrine. La signalisation endocrine, c'est celle qui va nous intéresser. C'est lorsque la cellule sécrétrice, qui va être une cellule qui constituera soit un tissu épithélial glandulaire qui va être diffus, ou là carrément une glande endocrine de manière générale. Cette cellule-là, elle va avoir la capacité de synthétiser puis de sécréter une molécule chimique qui a un but de signalisation et qui va être déversée au niveau de la circulation sanguine et qui va être transportée avec le sang, avec le courant sanguin. Cette molécule-là, elle va agir, elle va aller à distance pour agir sur une cellule cible qui m'indique peut-être extrêmement loin. Cette molécule-là, on lui a donné le nom d'hormone. C'est ça ce qui va caractériser la signalisation endocrine. C'est une signalisation qui se fait en relation avec le compartiment sanguin et les molécules qui vont être transportées dans le sang pour agir sur une cellule qui sera lointaine à distance. C'est ce que l'on appelle des hormones. La deuxième signalisation, c'est une signalisation paracrine, locale, qui va se faire au voisinage de la cellule. La cellule, productrice ou sécrétrice d'une molécule chimique à but de signalisation, d'une molécule signal, va sécréter ces molécules-là pour agir sur les cellules de voisinage. Lorsque on a une molécule de signalisation, une molécule signal qui va agir sur les cellules qui sont à côté, qui sont au voisinage de la cellule productrice, on parle de signalisation paracrine, car les cellules cibles sont juste à côté de la cellule sécrétrice, productrice de la molécule signal. Et on peut prendre pour exemple les neurotransmetteurs.
les molécules qui sont synthétisées par les neurones. Et on va voir justement وعلاش. Dernière signalisation, dernier type de signalisation selon la classification Terna, c'est la signalisation autocrine. Cette signalisation autocrine, elle se définit comme étant une autosignalisation. La cellule sécrétrice, elle-même, c'est la cellule cible. Elle va produire des molécules de signalisation, des signaux, des molécules informatives, qui vont directement avoir le récepteur sur la même cellule. On va avoir une autosignalisation pour, pour réguler et contrôler l'activité de la cellule sécrétrice elle-même. Ça, ce sont les trois grands types que l'on peut décrire. Certains auteurs rajoutent un quatrième type. C'est la signalisation, la signalisation synaptique ou la nerveuse. Elle se fait entre deux neurones grâce à un synapse. Cette signalisation, elle va mettre en jeu des molécules des molécules de signalisation qu'on a appelées neurotransmetteurs. Si tu fais attention, tu remarqueras que ce quatrième type de signalisation n'est en fait rien d'autre qu'une signalisation paracrine. Pourquoi? Car la terminaison nerveuse du premier neurone présynaptique, il est juste à côté de la partie postsynaptique, qui est du neurone adjacent. Donc ce n'est rien d'autre qu'une signalisation spéciale qui fait partie de la classification des signalisations paracrines. Et ensuite, on a un dernier type de signalisation qui va mettre en jeu deux types en réalité, qui va être un mélange de deux signalisations. La signalisation que l'on appelle neuroendocrine. Imagine que tu as un neurone qui va sécréter son produit, sa molécule de signalisation, non pas dans une fente synaptique, il y a chaque mishbaki à destination d'un autre neurone, mais plutôt directement dans la circulation sanguine, au niveau du sang. Là, on a un mélange entre une signalisation endocrine, car la cellule cible est à distance et le produit va être sécrété au niveau sanguin. Il va être transporté et mis en mouvement au niveau sanguin. Mais en même temps, c'est une signalisation nerveuse, parce que la cellule sécrétrice est un neurone. On va l'appeler la signalisation neuroendocrine. Et selon notre classification en trois types, elle va faire partie de la famille des signalisations endocrines. La cellule, on l'appellera une cellule neuroendocrine et la molécule, elle va porter le nom d'hormone, plus précisément pour la différencier des autres, de neurohormone. Pourquoi? Parce qu'elle est sécrétée par une cellule nerveuse. De là, en voyant ces différents types de signalisation, on a compris que la communication intercellulaire entre les cellules met en jeu un panel de molécules chimiques qui ont cette fonction et ce but d'informer la cellule, de signaler à la cellule, d'ordonner à la cellule d'effectuer une action quelconque. Il y en a beaucoup des molécules là, de signalisation. Mais ce qui va nous intéresser, de l'unité d'endocrino et le module de biochimie, c'est bien sûr l'hormone. Parce que ce sont les molécules les plus connues du grand public, et celles qui vont avoir une action très variée et une action très très importante pour réguler l'organisme terna. Ce n'est pas pour rien que le système hormonal endocrinien est considéré comme le deuxième grand système régulateur de notre organisme, au même titre que le système nerveux. Donc, l'hormone, comment est-ce qu'on a découvert, compris et même appelé à de la molécule hormone? C'est un petit point historique. Le début de la compréhension et de la découverte des hormones, elle a commencé à se faire au niveau de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les années 1800. Vers la fin des années 1800, avec l'étude du pancréas, surtout au début, avec l'étude des îlots pancréatiques et l'impact sur la glycémie, sur la gestion du taux de glucose au niveau sanguin. Et aujourd'hui, on sait, le pancréas peut réguler la glycémie, c'est grâce à l'insuline et au glucagon. Mais vers la fin du 19e siècle, c'était une découverte. L'étude des îlots pancréatiques a mis en évidence que ce pancréas-là, il va jouer sur la circulation sanguine en sécrétant
une molécule ou des molécules qui va jouer sur cette glycémie. Et ça a une relation avec certaines pathologies comme le diabète. De là, on a commencé à comprendre le fonctionnement hormonal. Ensuite, on a même eu l'étude des hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles ténites avec leur impact sur l'apparition des caractères sexuels et l'impact sur la jante féminine, par exemple. On a eu l'étude surtout des catécholamines, l'étude et la compréhension des catécholamines qui sont dopamine, noradrénaline, adrénaline, a permis d'isoler, de comprendre l'impact euh, et l'effet physiologique de l'adrénaline. On a la première hormone qui fut isolée, c'était l'adrénaline en 1895. De là, après cette découverte, cette compréhension de ces molécules chimiques, un certain physiologiste anglais que tu es censé connaître, Liusmo Ernest Starling, qui n'est pas à son premier coup d'essai. Le physiologiste, il est derrière la loi de Frank Starling, il a rakchafé la physiologie cardiaque. Le physiologiste, dans le début, le 19e siècle, pardon, le 20e siècle, les années 1900, il a décidé d'utiliser un terme pour décrire et dénominer les molécules chimiques là en fait d'homme. Il a utilisé le terme hormone. Le terme hormone, il est d'origine grecque. Il a une étymologie grecque, il vient du grec, c'est kalima yunaniya. Qu'est-ce qu'elle signifie, le kalima? Le mustalah, il signifie mettre en mouvement. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce terme-là? Tout simplement parce que les hormones qui ce sont des messagers chimiques qui sont en mouvement grâce au courant sanguin. Ils sont constamment en mouvement, ils sont toujours transportés de l'organe qui va les sécréter et les synthétiser jusqu'à l'organe cible qui va contenir des cellules cibles sur lesquelles elles sont destinées pour accomplir et effectuer et donner leur effet biologique, pour avoir une réponse cellulaire qui va ensuite nous donner une réponse physiologique globale. Ces messagers-là sont donc toujours en mouvement et transportés au niveau du courant sanguin. On aura donc donné le nom d'hormones. Et on a remarqué que les hormones, elles sont continuellement sécrétées au niveau de notre corps. Il y en a plusieurs types, évidemment. Elles vont toujours être sécrétées au niveau de notre corps. Parce que l'organisme va avoir des besoins qui vont se répéter de jour en jour. Le besoin physiologique qui a permis la sécrétion de l'hormone, il va se répéter, ce qui va provoquer une nouvelle sécrétion hormonale et donc une production, une circulation et une mise en mouvement quasi constante. C'est grâce à ça, c'est grâce à cette origine, à cette étymologie le terme hormone, on a mis une définition sur ces molécules chimiques. Par définition, l'hormone, ce n'est pas une substance chimique avec une nature spécifique. On a des hormones qui sont de nature protéique, polypeptidique. On a des hormones qui sont dérivées d'un seul acide aminé. On a des hormones qui sont issues du cholestérol qui sont dites stéroïdiennes. La définition d'une hormone n'est pas une définition chimique. Ce n'est pas aussi fondé sur une origine cellulaire quelconque. L'hormone peut être sécrétée à partir de cellules qui viennent du tube digestif, à partir de cellules qui viennent de l'appareil respiratoire, à partir de cellules rénales, de l'appareil urinaire, ou bien des cellules qui vont constituer des tissus glandulaires, des glandes différentes, les glandes endocrines. Donc l'origine cellulaire n'est pas le point, ou du moins le pilier de la définition de ce qu'est une hormone. L'hormone, le concept d'hormone n'est fondé que sur une notion physiologique. On parle de définition physiologique. L'hormone, c'est la substance qui est en relation avec le sang. C'est la substance qui est mise en mouvement au niveau du système vasculaire et qui va circuler avec le courant sanguin. Et elle est en relation avec un compartiment liquidien bien spécifique, et le sang. Grâce à cette définition que tu dois connaître, tu vas pouvoir faire la différence et distinguer, différencier l'hormone d'autres molécules chimiques de signalisation. Par exemple, le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur, lorsqu'il est au niveau du système nerveux, sécrété au niveau de la fente synaptique, ce n'est pas une hormone et tu n'as pas le droit de l'appeler hormone. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une molécule chimique, une molécule régulatrice, une molécule qui va avoir une action de signalisation et de communication,
mais elle n'est pas mise en mouvement au niveau du courant sanguin. Donc on ne pourra pas l'appeler hormone. En revanche, si elle est sécrétée dans le sang et par conséquent qu'elle est mise en mouvement au niveau du courant sanguin, là on peut lui donner le titre d'hormone et plus précisément le titre de neurohormone, parce que ça me vient d'une cellule nerveuse. Donc ces molécules-là, ces hormones, maintenant on va parler d'hormones, non plus de molécules de signalisation, ces hormones-là, elles vont avoir des caractéristiques Rasa S qui vont pouvoir les caractériser. Alors première des choses, elles sont sécrétées en très très faible quantité. La quantité de l'hormone au niveau sanguin, ça se mesure en microgrammes. Pour certaines, ça peut aller au picogramme. Donc c'est très très faible par rapport à d'autres substances, à d'autres métabolites, à d'autres ions, à d'autres substances chimiques au niveau sanguin. Deuxième des choses, elle est déversée et transportée au niveau de la circulation sanguine grâce à des transporteurs, grâce à des protéines transportrices dans certains cas. Leur action sera effectuée à distance. La cellule cible peut parfois se situer à plusieurs centimètres et à une grande distance de la cellule sécrétrice. Et dernière caractéristique, pour pouvoir agir sur les cellules cibles, notre hormone doit se fixer sur un récepteur. Elle doit constituer un complexe hormone-récepteur. C'est ce complexe-là qui va permettre d'assurer l'action de l'hormone. Et l'action de l'hormone n'est pas en relation, n'a pas une relation directe avec sa quantité. Un tout petit peu d'hormone peut avoir un effet, j'allais dire incroyable. Il peut avoir un effet sur énormément de cellules cibles de base, mais aussi avoir des effets différents. Une seule hormone peut initier des réactions, une cascade de réactions qui va pouvoir activer des effecteurs variés et nous donner plusieurs effets et réponses biologiques. C'est pour ça que l'hormone, avec tout le système qui entoure la sécrétion et la production hormonale, le système endocrinien, le système hormonal, il est considéré comme étant un système régulateur de notre organisme. Parce qu'il va pouvoir réguler les constantes physiologiques et les paramètres physiologiques tel le milieu intérieur, mais aussi les différentes voies métaboliques de notre organisme. Ce système régulateur, il va agir en synergie, il va agir conjointement, il va agir de manière complémentaire avec l'autre grand système de régulation. J'ai nommé le système nerveux. Les deux systèmes ils kif kif, parce que benzouj, ils vont réguler la physiologie et le métabolisme de l'organisme humain. Le système nerveux, il vient aider le système hormonal pour initier, stimuler, ou là carrément inhiber la sécrétion hormonale, et vice-versa. Donc, l'action de la cellule endocrine dépend de ce que le système nerveux va lui donner, des stimulus que le système nerveux va lui transmettre. Faut savoir que l'action du système hormonal, c'est vrai qu'il est en synergie ou main dans la main avec le système nerveux, mais l'action n'est pas sous une dépendance absolue. L'action, elle peut persister. L'action hormonale persiste même lorsque la connexion nerveuse, elle est rompue ou là supprimée. Parce que la cellule endocrine peut fonctionner comme un récepteur. Elle peut recevoir des stimulus venant de l'extérieur, jouer le rôle de volorécepteur en étant sensible à la variation du volume sanguin qui va circuler au niveau du système vasculaire, c'est-à-dire la volémie, et être sensible, par exemple dans un cas d'hémorragie, à une hypovolémie, pour moduler la sécrétion hormonale, comme la sécrétion des hormones qui ont pour but de retenir l'eau au niveau du néphron, au niveau rénal. La sécrétion endocrine, la sécrétion hormonale a été modulée par justement une variation de la volémie qui a été détectée par des volorécepteurs au niveau de cellules endocrines. Elle peut jouer aussi le rôle de de chimiorécepteur en étant sensible à la concentration et la composition du sang même, sa concentration ionique de sodium, de potassium, de calcium, et ainsi détecter les hypernatrémies, surplus de sodium.
des hyponatrémies, des hyperkaliémies ou la hypokaliémie, des surplus ou là des baisses de potassium, ou bien des hyper ou des hypocalcémies, permettant ainsi de moduler la sécrétion de l'hormone. Et l'un des meilleurs exemples pour par exemple le calcium, c'est la sécrétion de la parathormone, de la PTH, et aussi de la calmoduline qui va dépendre du métabolisme phosphocalcique, et ici donc de la concentration sérique, c'est-à-dire au niveau plasmatique, du calcium. Et la cellule endocrine, bien sûr, elle peut être régulée par autre chose que des stimulus nerveux, comme un stimulus ou une substance hormonale. Ça peut être directement l'hormone qu'elle sécrète. Et on parle de rétrocontrôle, c'est ce qu'on appelle un feedback ou bien un rétrocontrôle. Une cellule endocrine qui est inhibée par sa propre sécrétion lorsque la sécrétion est trop importante, lorsque l'hormone qu'elle sécrète devient trop importante avec une concentration trop élevée au niveau sanguin, et ben ça s'appelle un rétrocontrôle négatif, ça s'appelle un feedback. C'est un retour nécessaire pour empêcher un surplus de sécrétion, pour empêcher d'avoir un effet exagéré, un effet en excès, qui peut être fatal pour l'organisme. Ou bien, je peux réguler la cellule endocrine grâce à une autre hormone qui n'est pas son hormone TH, mais chez l'hormone TH, et ça va permettre de contrôler, de moduler son activité. L'activité hormonale en tant que telle, on a vu qu'elle va dépendre d'une régulation qui va moduler essentiellement sa sécrétion. Sauf que l'activité de l'hormone, elle n'est pas liée que à sa sécrétion, mais à sa quantité. La quantité de l'hormone n'est pas forcément synonyme d'une activité hormonale bien déterminée. وعلاش؟ Parce que عندك بزاف les paramètres اللي متعلقين بالeffet تاع l'hormone. La première des choses, déjà, ce sont les protéines qui vont le transporter avec l'hormone. Si l'hormone est synthétisée en bonne quantité, sécrétée en bonne quantité, mais que les protéines vectrices, les protéines de transport au niveau plasmatique, au niveau sanguin, makashhom, ou la forme une anomalie, ou là, il n'y a pas une bonne liaison, une bonne qualité de liaison avec l'hormone, l'hormone ne peut pas être transportée convenablement, elle ne pourra pas atteindre sa cellule cible et elle ne pourra pas effectuer son activité. Elle ne pourra pas exercer son effet. Même chose pour les récepteurs. Deuxième condition pour l'activité hormonale, c'est la qualité des récepteurs. Une cellule cible qui ne présente pas de récepteurs, ou du moins pas de récepteurs de bonne qualité, ou bien qui n'ont pas une bonne affinité, une bonne complémentarité structurelle, pour permettre une liaison, bah, la cellule ne pourra pas recevoir l'effet de l'hormone, l'effet biologique cellulaire. Et aussi, bah, l'hormone, l'activité hormonale, elle est toujours sous le dépend de sa durée de vie. L'hormone, elle est certes sécrétée, mais elle est de l'autre côté aussi dégradée, voire excrétée. Et les organes qui sont responsables de ça, c'est bien sûr le foie pour la dégradation et la transformation métabolique, pour que l'hormone devienne une autre substance, un autre métabolite qui n'a rien à voir avec l'hormone de base et donc ne peut pas effectuer une activité. Ou là carrément l'excrétion, c'est-à-dire le fait de sortir de l'organisme par le biais des urines grâce aux reins. Cette durée de vie donc, cette vitesse de dégradation et d'excrétion joue directement et influence directement l'activité de l'hormone. On a aussi bien sûr la relation très très intime avec le système nerveux. Le système nerveux et le système hormonal, ce sont deux systèmes, ils خدموا ensemble, ils خدموا kif kif. On dit qu'ils sont très intriqués, l'un influence l'autre. Et cette auto-influence, ou du moins cette influence mutuelle, elle est représentée par une structure neuro-endocrine qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus, avec ses neurones, est une structure du diencéphale, donc faisant partie du système nerveux. Il reçoit des informations du système nerveux et il communique avec les autres structures nerveuses, mais en même temps, c'est une structure qui va synthétiser des hormones. C'est une structure qui fait partie du système endocrinien et c'est même le chef ou du moins le PDG le système endocrinien ternant parce que c'est lui qui avec l'hypophyse va contrôler par le biais de plusieurs axes la sécrétion endocrine des glandes périphériques. Et cet hypothalamus, il va représenter la liaison, la plaque tournante, la liaison qu'il y a entre le système nerveux d'une part et le système endocrinien d'autre part.
Ce qui permet, en d'autres termes, de lier les différentes situations le milieu extérieur, les différentes informations اللي يجيبهم le système nerveux le milieu extérieur باش نقدروا نبدلوا نقدروا نغيروا et on peut réguler les paramètres le milieu intérieur على حساب l'environnement اللي رانا فيه. Donc les cellules تاع l'hypothalamus, de par le fait est qu'elles font partie du système nerveux et du système endocrinien, elles vont être capables de répondre, déjà d'intégrer, de recevoir des stimulus, ensuite d'y répondre en modulant l'activité du système endocrinien. Les stimulus qu'il va recevoir est de l'hypothalamus, ça peut être des stimulus d'origine nerveuse. Généralement, ça nous vient du système sensoriel ou bien neurosensoriel. On va un exemple. يخلعوك je sais pas انا يخلعوك يتانونس عفسه اللي ماشي مليحه ولا تمتم tu vas avoir بلي عندك une sécrétion au niveau hormonal des hormones de stress parce qu'on t'a stressé. Ça nous vient de l'extérieur par le biais du système nerveux du système sensoriel. سمعت عفسه شفت عفسه تخوف شفت un film d'horreur ولا سمعت عفسه ولا par le biais de ton système sensoriel tu as capté une information qui a été interprété d'une manière à ce que ou la stressatek, et ben tu auras une sécrétion des hormones de stress, ce qui va donner à de la situation de stress. Ou bien, mindak, ça peut juste être psychique. Juste être psychique. راني قاعد هكاك راني نتفكر على البروميير فيديو اللي درتهم في Dailymotion en première année. Je commence à me sentir pas bien, j'ai des sécrétions sans doute d'hormones qui me font que je suis fait de l'état. Ça n'a rien à voir avec le sensoriel, c'est juste psychique dans ma tête. Ça, ce sont les stimulus les plus facilement reconnaissables et les plus facilement distinguables. On a ensuite des stimulus qui nous viennent d'origine ionique. Ça peut être, par exemple, au niveau sanguin, les variations de l'anatramie, c'est-à-dire la quantité de sodium et de Na+, au niveau de notre sang, qui peut moduler l'activité de l'hypothalamus et ainsi du système endocrinien avec la sécrétion de certaines hormones, comme l'aldostérone. On a le stimulus chimique. Ici, on a pris pour exemple la variation de la glycémie. C'est vrai que la variation de la glycémie au niveau sanguin, elle est détectée par l'hypothalamus, permettant de gérer la faim ou la soif d'un point de vue nerveux puis endocrinien, mais aussi pour pouvoir gérer les sécrétions, les hormones qui vont contrôler cette glycémie. On a des stimulus qui nous viennent, qui sont hormonaux. Donc, le système endocrinien influence de par ces sécrétions-là hormonales le système nerveux, ou bien carrément physique. On a l'exemple ici de la variation de la pression oncotique. La pression oncotique, c'est la pression qui est due à la présence des protéines au niveau du plasma qui vont permettre en fait de retenir le plasma et le sang dans les capillaires sanguins. Si j'ai pas de pression oncotique, le sang ما يبقاش في plasto, enfin le plasma ما يبقاش في plasto, يخرج au niveau des tissus interstitiels et on peut avoir des œdèmes juste à cause du manque de pression oncotique. Donc on remarquera que grâce à cet hypothalamus, le système nerveux et le système endocrinien, les deux, ils vont permettre d'adapter l'organisme تاعك, d'adapter les paramètres physiologiques تاع le milieu intérieur تاعك على حساب l'environnement اللي راك فيه. En d'autres termes, ça permet de garder l'équilibre, de maintenir l'équilibre qu'on appellera au niveau du milieu intérieur l'homéostasie. Et bien sûr, la régulation du système endocrinien ne peut pas se faire sans un mécanisme de rétrocontrôle ici négatif qui va être mis en jeu. Parce que si j'inhibe pas la sécrétion hormonale, en ayant un surplus de ces hormones-là, eh ben, je vais avoir un excès d'effets et de réponses biologiques et physiologiques, ce qui va nuire en fait à l'organisme et à l'adaptation TAO pour l'environnement externe. De là, une fois qu'on a compris le concept de l'hormone, qu'on a compris les différentes caractéristiques et comment est-ce qu'elle va globalement être régulée, comment est-ce qu'elle va travailler en synergie avec le système nerveux, on va pouvoir passer à la classification de ces différentes hormones. Les hormones, il y en a beaucoup.
énormément au niveau du système endocrinien. Et je peux les classer selon deux types de classification. La première va prendre en considération leur nature chimique, leur structure chimique. Et comme tu vois, on en a trois. Les hormones polypeptidiques, ce sont des des acides aminés, des séquences d'acides aminés qui vont me former des hormones de nature protéique. On aura des hormones qui sont dérivées non pas de plusieurs, mais plutôt d'un seul et unique acide aminé, comme par exemple ici la tyrosine qui va me donner les catécholamines et les hormones thyroïdiennes, ou bien on aura des hormones avec une nature chimique complètement différente, non pas issues d'un acide aminé ou bien d'acide aminé de manière générale, mais plutôt du cholestérol. Ce sont les hormones stéroïdes. À côté de cette classification chimique, on pourra classer ces différents types d'hormones, les trois selon leur polarité, selon leur solubilité. Dans quel milieu les hormones entre guillemets, dans quel milieu les hormones peuvent être solubles? Est-ce qu'on a en face de nous des hormones hydrosolubles qui sont à l'aise dans un milieu aqueux, c'est-à-dire dans un milieu lifélement, ou là on est en face d'hormones hydrophobes qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas solubles dans des milieux aqueux, et c'est ce qu'on va voir justement en fait le chapitre sur la classification. D'abord, on commencera avec la première classification, la nature des hormones. On a dans un premier temps la majorité des hormones, le système endocrinien, seront des hormones issues d'un agencement et d'une séquence de plusieurs acides aminés qui va constituer une chaîne. Donc ce sont les hormones polypeptidiques. Ce sont des peptides ou bien des protéines, on parle d'hormones de nature protéique, dont la taille va varier. Elle va varier selon le nombre d'acides aminés qui va la constituer. On peut aller de 3 acides aminés comme pour la TRH, la releasing hormone qui va stimuler les cellules thyréotropes de l'hypophyse, et elle est synthétisée par l'hypothalamus AD. On peut aller jusqu'à 191 acides aminés, comme pour l'hormone de croissance, la GH. Donc la taille est très variable. Certaines de ces hormones-là polypeptidiques n'ont pas une seule, mais plutôt deux chaînes de polypeptidiques, ce qui nous donne une ressemblance avec les protéines de structure quaternaire. Les protéines, il y a un homme bunyan rabi'iyya, il y a un homme 2, voire plus de chaînes protéiques. On peut donner comme exemple l'insuline, qui a deux chaînes. On peut donner pour exemple la LH, qui a plusieurs chaînes donc polypeptidiques. Et on peut citer, ça n'a pas été cité sur le diapo, mais on peut avoir des hormones polypeptidiques qui vont avoir des substances ou bien des molécules de nature glucidique qui vont être rajoutées pour nous donner des glycoprotéines, des hormones de nature glycoprotéique. Les deux hormones de nature glycoprotéique les plus connues, ce sont les hormones gonadotrophines, la LH et la FSH, qui sont des hormones de nature glycoprotéique. Ça, c'est le premier type, la première classe d'hormones selon la nature chimique, qui est celle qui est majoritaire. Et le système endocrinien interne. À côté d'eux, on va avoir des hormones qui sont dérivées d'un seul acide aminé. C'est la tyrosine. Cette tyrosine-là, qui est un acide aminé important bien sûr, de par les différentes modifications et réactions elle peut me donner plusieurs types d'hormones. Elle peut me donner les catécholamines, les hormones de stress, des hormones qui vont mimer l'effet, qui donnent en fait l'effet vers le système sympathique, qui sont synthétisés au niveau du système endocrinien par la médule surrénale. On a l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, qui sont toutes synthétisées dans la même voie de synthèse à partir de la tyrosine. Leur synthèse est extrêmement simple. Et à côté de ces catécholamines, d'autres hormones qui sont issues de la tyrosine, c'est les hormones thyroïdiennes. T3 et T4, c'est juste de la tyrosine auquel on aura rajouté des molécules d'iode, tout simplement. On verra ça, la biosynthèse justement. À côté de ces deux types hormonaux, ces deux types d'hormones, on a les hormones stéroïdes. Ils n'ont pas du tout une nature qui nous vient d'acides aminés, de plusieurs ou d'un seul acide aminé. Non, elles sont synthétisées à partir du cholestérol. On va distinguer trois types. Les hormones sexuelles, les stéroïdes sexuels, œstrogène, progestérone, qui sont des hormones centrales
pour la jante féminine, pour le sexe féminin, et on a les androgènes. Et le chef de file à les androgènes, c'est qui? C'est la testostérone, sécrétée par le testicule, et qui est responsable de l'apparition de caractères sexuels mâles chez le sexe masculin. À côté de ces hormones sexuelles, on aura les corticoïdes, connus sous la forme en tant que médicaments, avec leur effet anti-inflammatoire. On va distinguer les glucocorticoïdes, le chef de file c'est le cortisol, et on aura les minéralocorticoïdes, le chef de file c'est l'aldostérone. Et à côté d'eux, on va avoir des vitamines liposolubles qui ont une action tellement variée et qui répondent tellement bien à la définition hormonale qu'on peut les considérer comme étant des hormones. La vitamine D. La vitamine D, elle est synthétisée à partir du cholestérol, elle va circuler au niveau sanguin, elle va avoir des effets variés avec plusieurs effets sur des cellules cibles diverses à distance, elle remplit toutes les cases pour être considérée comme étant une hormone. La vitamine D avec sa forme active et ses différents métabolites sont considérés comme étant des hormones stéroïdes. Même la vitamine A, on peut la considérer comme étant une hormone vu qu'elle répond à cette définition. On passe maintenant à la deuxième classification. Toutes ces hormones qu'on a vues, selon leur nature chimique, les hormones polypeptidiques, les hormones issues de la tyrosine, donc les catécholamines et les hormones thyroïdiennes, avec les hormones stéroïdiennes qui sont issues du cholestérol, on va les classer selon leur polarité et leur solubilité. On a les hormones polypeptidiques et les catécholamines qui sont de nature hydrosoluble. Elles sont solubles au niveau des milieux aqueux comme au niveau du plasma. Ça leur confère plusieurs caractéristiques. Déjà, elles ne peuvent pas traverser la membrane plasmique, vu que c'est une bicouche de phospholipides. Ils ne peuvent pas passer à travers. Vu qu'ils ne peuvent pas passer à travers, elles sont obligées d'avoir un récepteur transmembranaire à la surface de la cellule, parce que maintenant je suis drôle à l'intérieur. Et vu leur nature hydrosoluble, elles peuvent être stockées au niveau de la cellule sécrétrice, productrice, dans des grains de sécrétion, des vésicules de sécrétion, qui sont importants en histo et en cyto parce qu'elles permettent, avec une observation en microscopie électronique, de différencier des cellules endocrines mabénatomes. C'est une technique qui permet de reconnaître des cellules qui ont une activité sécrétrice. Quand tu observes des grains de sécrétion, mais des vésicules de sécrétion, au niveau du cytoplasme, tu as une cellule, tu sais d'ores et déjà qu'elle va sécréter des trucs, qu'elle va sécréter des molécules et des substances. Par contre, les hormones stéroïdiennes et même les hormones thyroïdiennes, elles sont de nature hydrophobe. C'est la deuxième classe selon la deuxième classification. Hydrophobes, ça veut dire qu'elles n'aiment pas l'eau. Elles ne sont pas à l'aise dans des milieux aqueux comme le plasma. Et même dans des milieux aqueux comme au niveau cytosolique. Ce qui fait qu'on a plusieurs caractéristiques. Vu qu'elles ne sont pas à l'aise au niveau cytosolique, elles ne peuvent pas être stockées. Elles sont sécrétées directement au fur et à mesure de leur synthèse. Vu qu'elles ne sont pas, qu'elles sont sécrétées directement, elles vont au niveau sanguin être liées à des récepteurs, à des transporteurs, des transporteurs au niveau plasmatique pour les emmener d'un point A, c'est-à-dire de la cellule productrice, sécrétrice, jusqu'au point B où est-ce qu'on va retrouver la cellule cible. Au niveau de la cellule cible, elles peuvent traverser les membranes plasmiques sans aucune aide. Pourquoi? Parce qu'elles sont hydrophobes, elles sont à l'aise dans des milieux où on va retrouver des lipides, comme la membrane plasmique est une bicouche de phospholipides, elles peuvent traverser ces environnements-là sans problème. Et vu qu'elles vont traverser la membrane plasmique, elles vont retrouver leurs récepteurs au niveau intracellulaire, à l'intérieur de la cellule, soit au niveau cytoplasmique, ou bien à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire en intranucléaire. Toutes ces hormones-là, donc, vont s'agencer dans le système endocrinien, généralement en suivant, la plupart d'entre elles, je dis bien généralement, Mshiga, elles vont suivre une hiérarchie qui sera sous le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce complexe hypothalamo-hypophysaire va réguler la plupart des hormones qui sont sécrétées sur le système endocrinien en 5 axes, avec 5 axes. L'hypothalamus va sécréter des RH, des releasing hormones, ou bien ce qu'on appelle des libérines, qui vont stimuler l'hypophyse, plus précisément l'antéhypophyse, pour sécréter des hormones qu'on appellera des stimulines, qui vont elles-mêmes sécréter des glandes endocrines périphériques.
Ces glandes endocrines périphériques vont sécréter leurs hormones qui vont avoir une action directe sur l'organisme terne en régulant l'activité de divers métabolismes ou bien la trophicité ou bien le développement de plusieurs tissus tel le cortex. Donc, il faut savoir que l'axe, ou du moins la relation que l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes endocrines ont, c'est une relation qui va se faire sous la forme d'une hiérarchie. L'hypothalamus sécrète, par exemple, pour le premier axe, l'axe de la croissance, la GHRH, une releasing hormone qui va, une libérine, comme on l'appelait avant, stimuler directement les cellules somatotropes qui sont majoritaires au niveau de l'antéhypophyse pour sécréter la GH, l'hormone de croissance. Cette hormone de croissance, elle va soit agir directement, avoir un effet direct sur de nombreux tissus, permettant la croissance osseuse, ou du moins la croissance de nombreux tissus, d'avoir un effet sur beaucoup de métabolisme, et ainsi avoir un effet physiologique et une réponse biologique donnée, soit elle va agir sur le foie pour sécréter des facteurs de croissance, les GF. Ici, par le foie, ce sera essentiellement l'IGF, l'IGF1. L'IGF, facteur de croissance insuline-like, qui va lui aussi avoir des actions sur de nombreux tissus de notre organisme. C'est ce qu'on appelle l'axe de la croissance. C'est le premier axe, ici fait le schéma, des 5 axes hypothalamo-hypophysaires avec les glandes endocrines périphériques. On a, par l'hypothalamus, une sécrétion de ce qu'on appelle une statine ténite, toujours avec l'axe de croissance. Cette statine-là, cette GHIH, cette inhibiting hormone, elle est là pour contrecarrer, si tu veux, contrebalancer, nuancer l'action stimulatrice sur l'antéhypophyse. Elle va venir inhiber les cellules somatotropes, dites تضبطهم, باش ما يفرزوليش la GH et ainsi éviter une sécrétion trop accrue d'une hormone qui a un rôle si elle est sécrétée trop abondamment dans le développement de certains cancers. Parce qu'elle permet donc l'hypertrophie, le développement de plusieurs tissus. Si ça se développe un peu trop, ça peut nous donner des tumeurs. Ça, c'est le premier axe de la croissance. Le deuxième axe qu'on va aborder, c'est l'axe de la cortico-surrénale. L'hypothalamus va stimuler l'antéhypophyse en sécrétant la CRH. Cette CRH va jouer directement sur les cellules de l'antéhypophyse, des cellules corticotropes qui m'enrôlent l'homme, des cellules qui vont avoir tendance à sécréter l'ACTH. Cette ACTH, c'est une stimuline qui aura une action sur le cortex surrénalien, la cortico-surrénale. Cette cortico-surrénale, elle est capable de sécréter plusieurs hormones, des androgènes, mais essentiellement, l'hormone qu'on va retenir et qui est l'une des plus importantes, c'est le cortisol. Ce cortisol, d'ailleurs, il est surnommé par le grand public comme étant l'hormone du stress. Il a des actions très diverses et très importantes au niveau de notre organisme, sur plusieurs tissus, sur plusieurs métabolismes. Troisième axe, c'est l'axe thyroïdien. L'axe thyroïdien, il débute avec l'hypothalamus et sa sécrétion de TRH. La TRH, elle stimule les cellules thyréotropes de l'antéhypophyse pour nous donner la TSH. TSH qui va jouer directement sur la thyroïde pour nous donner les hormones thyroïdiennes T3 et T4 qui ont une action kiff très variée sur beaucoup de tissus et beaucoup de métabolismes. Quatrième axe, c'est l'axe gonadotrope, c'est l'axe des gonades, l'axe de la fertilité qui va directement jouer sur les hormones sexuelles. L'hypothalamus sécrète la GnRH stimule les cellules gonadotropes de l'antéhypophyse pour avoir FSH, LH, les hormones gonadotropes, et cette FSH et LH, elle va jouer sur les deux types de gonades, selon le sexe de l'individu, bien sûr, les ovaires et les testicules, pour avoir les hormones sexuelles, œstrogène, progestérone, et les androgènes, représentés essentiellement par la testo, qui vont avoir un effet très important sur le développement sexuel, le développement des caractères sexuels secondaires et l'activité sexuelle les individus humains, tout simplement. Cinquième et dernier axe, c'est l'axe pour la prolactine. L'antéhypophyse a la capacité de sécréter la prolactine, une hormone qui va agir
non pas sur un tissu ou bien une cellule ou bien une glande endocrine, mais sur un tissu non endocrinien. Ici, ce sera les glandes mammaires, des glandes exocrines, qui se situent au niveau du sein. Le but de cette prolactine, c'est de produire le lait qui sera utile chez la femme après l'accouchement pour pouvoir allaiter son nouveau-né, pour produire le lait maternel. Cette prolactine, l'effet qu'a l'hypothalamus sur les cellules lactotropes ou la mammotrope de l'hypophyse, il est contesté. Enfin, contesté. Ici, au niveau de ce schéma-là, on parle d'une RH qui a pour but de libérer la prolactine, la PRH. Elle n'est pas citée par tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va citer cette PRH qui est une releasing hormone qui a pour but de stimuler la sécrétion de la prolactine. Certains la citent et elle peut être considérée comme existante et synthétisée au niveau de l'hypothalamus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une statine, une inhibiting hormone qui va, ou là une inhibiting factor, qui va inhiber la sécrétion de prolactine. C'est la dopamine tout simplement, qui va permettre d'inhiber la sécrétion de prolactine et éviter un excès de sécrétion. Ces 5 axes seront vus plus en détail la suite, les cours Tewana et les vidéos Tewana, Inch'Allah. On a terminé avec la classification des hormones. Maintenant, on va voir un petit peu le trajet et la vie de l'hormone en tant que telle, de sa synthèse à sa sécrétion, jusqu'à son transport et son mode d'action. On commence avec la biosynthèse des hormones. Et cette synthèse, au niveau des cellules endocrines, elle va différer et être différente, bien sûr, selon la nature chimique. La synthèse des hormones peptidiques sera différente de celle des hormones thyroïdiennes, des catécholamines et même des hormones stéroïdes. On commence avec les hormones peptidiques ou bien polypeptidiques. Ce sont des hormones de nature protéique, comme on a dit. Ils sont de nature protéique, donc elles vont être synthétisées au même titre, selon un processus commun que les autres protéines. Donc, tout va commencer, donc la synthèse protéique, elle commence avec l'istinsert, la transcription. Au niveau du noyau, plus précisément au niveau de l'ADN, l'ARN polymérase va faire son travail pour nous donner une copie de l'information génétique. Ce sera l'ARN, et l'ARN d'abord qui sera prémessager. Il va subir quelques modifications, il va subir une maturation pour être plus exact au niveau de ses extrémités 3', 5', pour nous donner l'ARN-M, l'ARN messager que l'on connaît. Cet ARN-M, il va bien sûr sortir du noyau, au niveau du cytosol, les ribosomes. Sous-unité الكبيرة, sous-unité صغيرة et le ribosome vont former un ribosome complet et fonctionnel qui a pour but de traduire le langage, l'aura, le noyau, en un langage d'acide aminé, en un langage peptidique, en une protéine qui va être nécessaire pour l'activité et la structure et même l'activité et la fonction des cellules. Ici, ce sera une hormone de nature polypeptidique. Après la traduction de l'ARNM en polypeptide, ce polypeptide va subir une maturation. Il va subir des modifications qui sont dites post-traductionnelles. Après sa traduction, le but, bien sûr, c'est de transformer ce polypeptide en une protéine mature, ici en une hormone fonctionnelle qui aura une action donc biologique, physiologique sur la cellule pour nous donner une réponse et assurer la régulation de l'organisme TAC. Après cette phase de maturation, ces modifications post-traductionnelles, l'hormone, ou là ici la protéine, sera bien sûr sécrétée par exocytose. Alors, ce processus-là, il nous paraît très simple au premier abord. Il nous paraît extrêmement simple. Sauf que il faut savoir que pour la majorité des hormones, le gène présent au niveau donc de l'ADN, qui va par le biais de l'expression génique, par le biais de Tabel Mouerreti, coder pour la protéine, le polypeptide qui va ensuite devenir protéine, généralement, il va coder pour une protéine qui sera un précurseur, qui est beaucoup plus grande que l'hormone finale. Une protéine extrêmement grande, et en fait, l'hormone n'est rien d'autre qu'une petite partie de cette grosse protéine. On est obligé de couper, de faire des scissions, de séquencer la chaîne, la grosse chaîne
polypeptidique de base, le précurseur, pour avoir l'hormone qui sera biologiquement actif. Ce cas-là, on peut l'étudier avec un exemple très parlant, c'est celui de la sécrétion de l'ACTH avec la pro-opio-mélanocortine, la POMC. La POMC, c'est une protéine c'est un précurseur protéique qui a 241 acides aminés. Elle est extrêmement longue, cette POMC. Le but, c'est qu'en réalité, cette POMC, de par ses différentes séquences, elle contient énormément d'hormones, dont la CTH, qui est en réalité que cette petite séquence-là de cette grosse protéine. Il faut savoir que la POMC, la pro-opio-mélanocortine, le gène qui va permettre de coder pour avoir cette protéine, il est exprimé dans les cellules, bien sûr, corticotropes de l'antéhypophyse pour nous donner la CTH, ça c'est sûr, mais également au niveau de l'hypothalamus, au niveau des neurones hypothalamiques. Mais il n'aura pas le même résultat. L'hypothalamus ne sécrète pas la CTH. علاش le processus de maturation de ce précurseur pour nous donner la CTH. Les enzymes qui vont être responsables de la scission de cette grosse protéine pour nous donner la CTH et même d'autres hormones, c'est ce qu'on appelle des endopeptidases, des enzymes qui sont le but le rôle c'est de couper la protéine, des peptidases qui vont couper à l'intérieur de la chaîne polypeptidique. Ces endopeptidases, on en a deux qui vont pouvoir couper cette POMC. C'est la PC1 et la PC2. Et ces deux enzymes, ils ne sont pas toutes les deux présentes au niveau des cellules de l'antéhypophyse et de l'hypothalamus. Il y a une différence de présence de ces enzymes-là entre les deux cellules et les deux tissus. On prend l'exemple des cellules corticotropes de l'antéhypophyse. Les cellules corticotropes de l'antéhypophyse, عندهم غير la PC1. Cette PC1 واش دير؟ La PC1, c'est une endopeptidase qui va couper la POMC en 5 segments. 1, 2, 3, 4, 5. On va trouver 5 segments qui vont qui vont être coupés par cette PC1. 4 points de scission qui va parmi les séquences les chaînes d'acides aminés, on retrouvera la CTH qui est une hormone fonctionnelle d'un point de vue biologique qui va être sécrétée par des cellules corticotropes. Par contre, au niveau de l'hypothalamus, en revanche, on aura la PC1, on aura la PC1 et la PC2. Les deux endopeptidases, l'action des hormones combinée ne va pas me donner la CTH, il va me donner d'autres hormones, essentiellement des MSH. Tu peux regarder très très bien fait le schéma. Après l'action de la PC1, au niveau de l'hypothalamus, la PC2 va continuer le travail. Elle va continuer la scission et la coupure les séquences d'acides aminés qui nous viennent de la POMC pour nous donner d'autres séquences protéiques. Parmi les séquences les séquences d'acides aminés, on a les MSH, les Melanocyte Stimulating Hormones. Ce sont des hormones qui ont pour but de stimuler les mélanocytes pour produire la mélanine, le pigment de la peau terne. Parmi les mélanocytes, parmi les MSH, on a la alpha, la bêta, la gamma, et on peut même voir que les MSH, ils ont des rôles qui vont au-delà de la sécrétion de la stimulation de la sécrétion de la mélanine. La alpha MSH, elle a un rôle dans la régulation de l'homéostasie énergétique. Elle peut stimuler la dépense énergétique et réduire la prise alimentaire. C'est un de ses rôles. Ces hormones-là, elles sont sécrétées au niveau de l'hypothalamus pour réguler des fonctions et des paramètres physiologiques bien déterminés, différents de la sécrétion. Tu as les cellules corticotropes, tu as l'antéhypophyse qui vont sécréter la CTH. La question qui pourrait te venir en tête, c'est pourquoi est-ce qu'au lieu d'avoir une sécrétion, ou du moins une biosynthèse normale, ou est-ce qu'on aura un gène qui va coder pour une seule
hormone, une seule hormone de nature protéique, une seule protéine, une seule hormone de nature polypeptidique. On a plutôt, la plupart du temps, des hormones qui vont être issues d'un seul précurseur qui nous vient en réalité de l'expression tu as un gros gène. La raison, c'est simple, c'est que la cellule, elle est très intelligente pour pouvoir économiser son matériel enzymatique et son matériel fonctionnel et structurel. La cellule, au lieu de à chaque fois utiliser plusieurs fois son matériel enzymatique pour la transcription, pour la traduction, ses organites et ses enzymes, pour transcrire et traduire et coder plusieurs protéines en même temps, elle préfère économiser le tout en utilisant un seul et unique gène qui va nous faire une seule transcription, une seule traduction, une seule chaîne polypeptidique qui pourra, en se développant pardon, à travers la maturation et les différentes modifications post-traductionnelles, nous donner plusieurs hormones qui auront des actions diverses. C'est juste une manière d'économiser le matériel et euh, le matériel enzymatique que la cellule dispose. Pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, des catécholamines, des hormones stéroïdes, leur synthèse elle est beaucoup plus simple que celle des hormones polypeptidiques. Pourquoi? Tout simplement parce que pour les catécholamines et les hormones thyroïdiennes, elles dérivent d'un seul acide aminé, la tyrosine. Donc, si je fais des modifications sur la tyrosine, j'obtiens mes hormones catécholamines ou bien mes hormones thyroïdiennes. Pour les catécholamines, c'est très très simple. Toutes les hormones, les trois hormones, adrénaline, noradrénaline et dopamine, sont issues de la même voie de synthèse. La tyrosine, elle va d'abord être hydroxylée par le biais d'une tyrosine hydroxylase. On va lui rajouter un OH, un groupement OH, un groupement hydroxyle. Ça nous donne une molécule qu'on appellera le L-dopa. Ce L-dopa va subir une décarboxylation. نحيلو هاد le CO, هاد le CO, CO-, pardon. كي تنحيلو واش يرجع لك la dopamine. Premier catécholamine. Cette dopamine, Lucan, l'hydroxyle en plus, elle va subir l'action d'une autre hydroxylase, j'obtiens ce qu'on appelle de la noradrénaline, qu'on appelait la norépinéphrine. Et si cette noradrénaline subit l'action d'une méthyltransférase, elle va devenir l'adrénaline, ou l'épinéphrine, comme on l'appelle TNIT. La présence de ces catécholamines, avec des concentrations différentes, des synthèses et des sécrétions différentes selon les tissus qui vont produire et sécréter les hormones-là, elle est différente à la concentration du matériel enzymatique. Si j'ai beaucoup d'enzymes qui va me transformer le L-dopa en dopamine, mais très peu d'enzymes qui va me donner de la noradrénaline et de l'adrénaline, j'aurai beaucoup de dopamine qui va être sécrétée au niveau sanguin. Si en revanche, j'ai énormément d'hydroxylase qui va me transformer la dopamine en noradrénaline, mais peu de méthyltransférase pour me donner l'adrénaline, eh ben, j'aurai énormément de noradrénaline au niveau sanguin. Et si j'ai énormément de méthyltransférase, d'une enzyme qui va permettre de me donner l'adrénaline, eh ben, je vais terminer toute la voie de synthèse et avoir de l'adrénaline en grosse quantité qui sera sécrétée par la cellule. Tout dépend du matériel enzymatique. Et ces trois hormones-là sont sécrétées sur la même voie de synthèse. Pour les hormones thyroïdiennes, c'est tout aussi simple. Tout commence à partir de la tyrosine. Donc à partir de cette tyrosine, plus précisément à partir des acides aminés, des résidus tyrosyles d'une grosse protéine qu'on appellera la thyroglobuline. Alors il faut savoir qu'au niveau de cellules, des cellules de la glande thyroïde, donc de la thyroïde, on va d'abord sécréter et produire une très grosse protéine qu'on appellera la thyroglobuline. Cette grosse protéine, elle a pas mal de résidus tyrosyles. Elle est composée de plusieurs acides aminés tyrosyles. Elle va subir plusieurs étapes, plusieurs réactions qu'on ne va pas détailler le cours d'ailleurs, mais ces différentes réactions permettent aux résidus tyrosyles, donc aux tyrosines qui constituent la thyroglobuline, de subir une iodation, c'est-à-dire de capter des molécules d'iode.
En captant des molécules d'iode au sein de cette grosse protéine qui est la thyroglobuline, je vais avoir des résidus tyrosyles qui seront soit qui seront du coup iodés, donc on aura des iodotyrosines, soit des monoiodotyrosines, c'est-à-dire que l'acide aminé chédelé une seule molécule d'iode, ou bien des diiodotyrosines, où est-ce que l'acide aminé chédelé deux molécules d'iode. Ensuite, les résidus, ils vont être condensés. Au sein de cette grosse protéine, on va condenser certains résidus tyrosyles. Et ça va nous donner les hormones thyroïdiennes qui sont toujours pour l'instant collées à cette grosse protéine qui est la thyroglobuline. Si je condense ou la monoiodotyrosine avec la diiodotyrosine, j'obtiens la triiodotyrosine, c'est-à-dire une molécule qui contient trois molécules d'iode. Trois molécules d'iode, c'est littéralement la T3, première hormone thyroïdienne. Et ensuite, si jamais, en condensant les précurseurs TOAE, j'ai deux diiodotyrosine, j'aurai un total de 4 molécules d'iode, j'obtiens la T4, la thyroxine, donc la deuxième hormone thyroïdienne. En obtenant ces hormones-là, T3 et T4, qui sont encore collées à la thyroglobuline, je vais ensuite, par l'action protéolytique, couper les T3 T4, la grosse protéine thyroglobuline, qui vont ensuite être sécrétées au niveau sanguin, et donc on aura la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Les hormones stéroïdes, c'est presque aussi simple. Les hormones stéroïdes, eux, ils ne sont pas synthétisés à partir d'un acide aminé ou là de plusieurs acides aminés. Elles sont sécrétées au contraire à partir du cholestérol, qui fait partie de la famille des lipides. Ce cholestérol-là, il peut venir localement ou là, mais la plupart du temps, il va nous venir des LDL qui sont captés par endocytose, donc des lipoprotéines. Alors le cholestérol, une fois dans la cellule endocrine sécrétrice des hormones stéroïdiennes, qu'est-ce qu'il va subir? Dans un premier temps, il nous donnera toujours du prégnénolone, qui est le premier précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes, qu'elles soient des hormones sexuelles ou bien des hormones de nature, ou bien des hormones corticoïdes. Ce prégnénolone, il peut avoir plusieurs voies de transformation métabolique. D'abord, il peut me donner la progestérone par le biais de plusieurs réactions. C'est une hormone sexuelle qui caractérise la jante féminine, le sexe féminin. Ensuite, ce prénom peut suivre un autre chemin pour donner la testostérone qui fâche par le biais d'hydroxylation, hydroxylase, desmolase, va me donner les androgènes qui vont ensuite subir d'autres réactions pour nous donner le chef de file qui sera la testostérone. Cette testostérone est peut-être nous venir d'un autre chemin. La progestérone peut nous donner la testostérone. Et cette testostérone-là, au niveau de l'ovaire, elle nous donnera, par le biais de réactions enzymatiques, le stradiol, qui est du coup une hormone sexuelle caractérisant la famille des œstrogènes et ainsi le sexe féminin. Ça, c'est pour la voie de synthèse des hormones sexuelles. On peut obtenir des corticoïdes, aldostérone, minéralocorticoïdes et cortisol, glucocorticoïdes. À partir de la progestérone et de l'hydroxyprogestérone, on va continuer des hydroxylations par le biais des hydrolases pour obtenir ces deux corticoïdes. Donc tout commence grâce au cholestérol et au prégnénolone qui vont être le point de départ de la biosynthèse de ces hormones de nature stéroïdienne. On passe maintenant à la sécrétion. Ces hormones-là, après avoir été synthétisées, elles vont être sécrétées au niveau sanguin, bien sûr. Alors pour les hormones hydrophobes qui ne sont pas à l'aise dans des milieux aqueux, ils seront synthétisés directement. Ils seront sécrétés directement après leur synthèse. Ils peuvent traverser les membranes plasmiques, donc on n'a pas grand-chose à dire sur leur sécrétion. Par contre, les hormones polypeptidiques et les hormones de nature, ici les catécholamines, sont des hormones hydrophiles, sont des hormones hydrosolubles, des hormones qui peuvent être stockées dans les cellules endocrines. Elles seront stockées dans des grains ou bien des vésicules de sécrétion. Ces vésicules de sécrétion, pour qu'elles sortent donc de la cellule et pour libérer ce produit-là
À l'extérieur, au niveau sanguin, la cellule doit recevoir un signal, un messager chimique, une molécule informatrice, une molécule de signalisation qui va initier l'action de l'exocytose. Une fois que le signal y est, qu'est-ce qui se passe? Le signal avec son récepteur va créer un complexe qui va nous donner d'autres molécules, d'autres messagers, des seconds messagers intracellulaires permettant d'initier de l'exocytose. Parmi les seconds messagers qui peuvent augmenter au niveau intracellulaire, on a le calcium qui joue un rôle dans la fusion des vésicules d'exocytose. Une fois que cette cascade de réactions a été initiée, les vésicules vont commencer à acheminer vers la membrane plasmique. Ils vont se rapprocher de la membrane plasmique grâce au cytosquelette de la cellule, plus précisément les microtubules, avec des protéines qui permettent, grâce à de l'énergie, de transporter les vésicules jusqu'à la membrane plasmique. Idak Shafé Aléhom, c'est les dinéines et les kinésines. Donc, une fois que les vésicules arrivent à la membrane plasmique, il y aura une fusion. Fusion de la vésicule avec la bicouche phospholipidique qui constitue la membrane plasmique terna pour libérer le contenu hormonal au niveau de l'espace extracellulaire. Et ici, ce sera bien sûr au niveau sanguin. Les constituants et les composants de la vésicule d'exocytose terna, bien sûr, ils vont être réinternalisés dans la cellule, ils vont être recyclés et réutilisés par la cellule. Donc, cette sécrétion, comme on a vu, elle est directement sous le contrôle d'un signal, donc de la signalisation intercellulaire. Même chose pour la biosynthèse. La biosynthèse, pour les hormones par exemple polypeptidiques ou là même pour les autres hormones, elle commence avec la régulation de l'expression génique. Donc, qu'est-ce qui va réguler la biosynthèse et la sécrétion hormonale? Ce sont les deux systèmes de régulation. D'abord nerveux et ensuite d'autres hormones. Le système hormonal, bien sûr, il peut s'autoréguler en régulant la sécrétion d'autres hormones. Alors, pour la régulation nerveuse, elle va se faire à l'hsab le système nerveux sympathique et parasympathique, le système autonome végétatif. Il peut agir soit directement sur le taux de sécrétion, et l'un des meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est l'effet des stimuli qui nous viennent de l'extérieur, qui peuvent impacter notre état émotionnel, psychique, de stress, etc. نعطيلك نخوفك نجي موراك نبدا نخوفك انت تتخلع et tu vas voir بلي قلبك يبدا يخبط, tu vas voir tu peux commencer à avoir des sueurs froides et tout. Voilà, parce que tu as sécrété des hormones de stress, ce qui font que tu es dans une situation stressante. Le fait est que يقرب l'examen, c'est un stimulus qui vient de l'extérieur, c'est une information externe qui a été interprétée par mon système nerveux qui a ensuite donné le feu vert pour la synthèse et la sécrétion des hormones de stress. Qui fait que je commence نبدا نعرق, القلب تاعي يبدا يخبط. Ça, c'est l'action directe du sympathique parasympathique sur le taux de sécrétion hormonale, bien sûr. Et on peut avoir une action indirecte. N'oublie pas que le système nerveux, surtout le sympathique, il contrôle la vasomotricité, donc la contraction et la dilatation des vaisseaux sanguins, la vasodilatation et la vasoconstriction. Qu'est-ce qui se passe si je contrôle donc une vasoconstriction ou là une vasodilatation sur des vaisseaux qui vont directement vasculariser la glande? Je vais contrôler le débit de sang qui arrive et qui sort de la glande. Si je réduis le débit de sang qui arrive à la glande, qu'est-ce qui se passe? L'hormone qui est sécrétée ne sera pas diffusée rapidement vers le reste à la circulation, vers le reste à l'organisme TAC. C'est une manière de réguler. Même chose, si j'augmente si j'augmente le diamètre des vaisseaux et ainsi le débit de sang qui arrive à la glande et qui sort de la glande, l'hormone sera sécrétée rapidement, elle sera transportée rapidement et l'effet TAH ne se fera pas attendre. C'est une régulation indirecte vu que le système végétatif contrôle bien sûr la motricité des vaisseaux. Pour la régulation hormonale, ça met en jeu le système du rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire
La glande A, elle a sécrété l'hormone A. L'hormone A a fait son effet. Il a été sécrété en trop grande quantité. L'hormone A va inhiber la sécrétion de la glande A. Pourquoi? Parce qu'elle a fait son effet et que surtout, elle est en trop grande quantité. C'est un feedback, c'est un retour ici négatif parce qu'il va inhiber la sécrétion hormonale. IDA, j'ai sécrété en trop grande quantité. Pour l'explication plus concrète de ce mécanisme, il faut savoir qu'il peut être indirect. C'est pas automatiquement et tout le temps l'hormone qui est sécrétée par la cellule endocrine qui va jouer ce rôle de rétrocontrôle. Mindex c'est une hormone périphérique qui est sous le contrôle de l'hormone centrale. Et on peut donner comme exemple, par exemple, les hormones périphériques issues des glandes cortico-surrénales, il y a une thyroïdienne ou autre, qui vont exercer un rétrocontrôle sur l'hypothalamus ou l'hypophyse, qui eux vont sécréter soit des releasing hormones ou bien des stimulines. Donc là, on a un rétrocontrôle qui est indirect, qui peut avoir une boucle longue, c'est-à-dire comme la glande périphérique qui est l'hypothalamus ou l'hypophyse, ou là, une boucle courte. Les hormones hypophysaires régulent par rétrocontrôle les sécrétions hypothalamiques. C'est très court parce que c'est justement l'étage là juste me le fort. Là, la régulation TNT, elle peut se faire et peut impliquer des métabolites ou bien des ions. On passe maintenant au transport. Le transport, une fois que l'hormone a été synthétisée, qu'elle a été sécrétée, elle va bien sûr être transportée au niveau sanguin, au niveau plasmatique. Les hormones hydrosolubles, ou bien pardon, hydrosolubles, hydrophiles. Les hormones hydrosolubles, elles n'ont pas de problème. Elles sont à l'aise dans un milieu aqueux, elles n'ont pas besoin de transporteurs, pour la plupart. Par contre, les hormones hydrophobes, eux, elles ne sont pas à l'aise dans un milieu aqueux, elles ont besoin de transporteurs, de protéines de transport. Et parmi ces protéines de transport, on va distinguer les protéines spécifiques. Elles sont spécifiques à l'hormone BDAT, ou là, le type hormonal qui va avoir une grande affinité. Et on a les transporteurs non spécifiques. Hadouma, ce sont des bus, des fourre-tout, où est-ce que n'importe qui est là from, ils sont transportés au niveau du courant sanguin. Les transporteurs non spécifiques les plus connus, c'est bien sûr l'albumine, pardon. C'est la protéine plasmatique la plus connue, la plus importante au niveau du plasma sanguin. Et on a la transthyrétine. Alors, la transthyrétine, on l'appelait avant la préalbumine et c'est une molécule transportrice théanide qui est non spécifique. Elle peut transporter plusieurs hormones. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée transthyrétine à ton avis? Parce qu'elle assure le transport elle transporte la thyroxine, c'est une hormone thyroïdienne, mais elle transporte rétine. Le rétinol, elle peut transporter la vitamine A, donc c'est un transporteur non spécifique qui transporte qui m'a l'albumine plusieurs ligands, plusieurs molécules chimiques, généralement de petite taille. Pour les protéines de transport spécifiques, on va en citer ici 3. TBG, la thyroxine binding globulin pour la thyroxine, l'hormone thyroïdienne. TEBG, la testostérone binding globulin pour l'androgène par excellence, la testostérone. Et corticostéroïde binding globulin pour les stéroïdes issus ici le cortisol, les stéroïdes venant donc de la cortico-surrénale. Ces protéines de transport spécifiques ou LHS sont spécifiques tout simplement parce qu'elles vont avoir une grande affinité qui m'a les récepteurs مع les hormones تاعهم. C'est la grande affinité et la capacité de créer une liaison forte avec son hormone et son ligand qui font que les protéines de transport sont spécifiques. Ces protéines de transport, elles sont très importantes au niveau de notre système vasculaire, sanguin et même au niveau de notre organisme de manière générale. Parce qu'elles peuvent jouer deux rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de stockage. Elles peuvent jouer un rôle de réservoir au niveau sanguin. Maintenant, sache, les hormones hydrophobes, elles peuvent pas être stockées elles ne peuvent pas être stockées au niveau des cellules qui les sécrètent, des cellules endocrines, de par leur nature hydrophobe. Elles sont sécrétées directement après leur synthèse. Mais elles vont être des protéines transportrices au niveau sanguin, et ces protéines transportrices, tant qu'elles ne sont
tant que راهم مشدودين بهاد les protéines transportrices, euh, elles ne peuvent pas avoir une action. Elles ne peuvent pas effectuer une action et donner une réponse physiologique et biologique. Ce qui fait que c'est un réservoir et c'est un stockage indirect de ces hormones-là pour permettre une libération périodique à l'hsab le cycle que l'hormone a يتبع. Je te donne comme exemple le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone très connue, elle est issue donc du cortex surrénalien et elle va suivre un cycle circadien, c'est-à-dire un cycle de 24 heures. Chaque 24 heures, elle aura une sécrétion stéréotypée qui va suivre les mêmes étapes. Un pic de sécrétion aux environs de 8 heures du matin et une sécrétion minimale aux alentours de 2, 3 heures, 4 heures, voire minuit, bref, vers le milieu de la nuit. Et c'est comme ça tous les jours. Elle va suivre cette sécrétion cyclique chaque 24 heures. Elle suit un rythme circadien. Pour pouvoir garantir cette libération périodique, cette libération de l'hormone à la période où elle doit être libérée, les protéines de transport sont bien utiles parce qu'elles jouent un rôle de réservoir. Autre notion ternite. C'est vrai qu'elles jouent un rôle de réservoir à des protéines, mais justement, vu que la plupart des hormones vont avoir une libération périodique, il y aura de grosses fluctuations au niveau plasmatique, au niveau sanguin. L'hormone, elle peut être concentrée au niveau du plasma à 1 minute ou à 1 heure près, à l'autre heure, elle peut quasiment presque disparaître. Pour pouvoir assurer une bonne distribution, une distribution homogène de l'hormone vers l'organe cible, ces protéines de transport peuvent tamponner. Elles peuvent réduire les variations et les fluctuations de la concentration plasmatique telle l'hormone donnée. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, ces protéines de transport peuvent avoir un rôle d'inhibiteur indirect. Elles peuvent inhiber l'action des hormones indirectement. L'hormone, pour pouvoir agir, elle doit se détacher de sa protéine de transport pour agir sur la cellule cible et être collée à son récepteur, qu'il soit membranaire ou là, intracellulaire. Tant qu'elle est encore liée à son transporteur, elle ne peut pas agir. C'est l'une des raisons de l'AGH et l'IGF-1. L'AGH, c'est une hormone hydrosoluble. Elle n'est pas censée avoir de transporteur. Elle ne lui sert à rien pour être transportée. Pourquoi est-ce qu'elle a ce transporteur? Pour empêcher l'action TH, pour inhiber un surplus d'action de GH sur des tissus cibles dont on n'a pas envie d'avoir l'effet. C'est pour ça qu'on a les transporteurs pour l'IGF-1 et l'AGH qui sont des molécules hydrosolubles. On termine avec le petit schéma. Oui, j'ai pas terminé l'explication antérieure. Il faut savoir que la libération périodique de l'hormone, elle ne suit pas uniquement le cycle circadien, pardon. Le cycle circadien, c'est un des cycles les plus connus, les plus répandus pour les hormones. Tu as le système endocrinien ternant, un cycle de 24 heures, qui va s'appuyer sur les heures de la journée, sur l'alternance de jour-nuit, bon, qui peut être appelé un cycle nictéméral, même si les deux sont liés. On peut avoir par contre d'autres cycles de libération et de sécrétion. Le cycle ultradien, l'hormone va être sécrétée à la les minutes ou à la les heures. Elle est provoquée par la libération et la sécrétion hormonale. Elle est provoquée par un événement qui peut arriver chaque 2 heures, chaque 3 heures, chaque je ne sais pas combien de minutes. C'est le cas par exemple pour les hormones qui régulent la glycémie. L'insuline, elle ne suit pas un cycle circadien. Et la sécrétion elle est provoquée par la prise alimentaire, par le taux de glucose au niveau sanguin. Je prends un Kit Kat, l'insuline تطلع. Dans 2 heures, je prends un autre Kit Kat, l'insuline elle va monter au plafond. Parce que c'est une bombe de sucre que je viens de prendre. Une bombe de sucre qui va augmenter le taux de glucose au niveau sanguin et par conséquent augmenter la libération de l'insuline. On a un autre mode de libération, c'est le mode infradien. Ça prend pas 24 heures, ça prend des mois, voire des années. C'est le cas des hormones sexuelles.
l'un des meilleurs exemples qu'on peut utiliser pour représenter le mode de libération, c'est les hormones sexuelles féminines. Donc, œstrogènes, progestérone, qui vont être libérés entre la phase de puberté et la phase de ménopause essentiellement. Ces hormones sexuelles donc féminines vont être libérées plusieurs années après la naissance, vers l'âge de la puberté, et ensuite l'inhibition sera plusieurs années après, vers la ménopause. C'est un rythme de libération ou bien de sécrétion infradien qui m'enrôle. Faut savoir que les hormones, elles sont sécrétées d'une part qui m'enrôle non, mais elles sont dégradées et excrétées d'autre part, ce qui fait qu'elles ont une durée de vie. L'hormone, lorsqu'elle est sécrétée, elle ne va pas rester indéfiniment le plasma et le sang. De là, on a théorisé la notion de demi-vie. La notion, c'est la radioactivité. L'étude de la radioactivité avec la demi-vie, les différents noyaux radioactifs et tout. C'est la notion pour l'appliquer aux hormones. La demi-vie des hormones, elle se définit comme étant la période de temps nécessaire bêche la concentration de l'hormone le plasma tabout de moitié. Tabout de nos. Et cette demi-vie-là, elle est généralement qsira, elle est généralement très très brève. Les hormones de stress, elles ont une demi-vie qui est que de quelques secondes. Celles qui vont réguler le métabolisme, elles sont un peu plus lentes parce que le métabolisme, ça prend un peu plus de temps. Elles ont une demi-vie de quelques heures. Et on a certaines hormones qui ont une demi-vie de plusieurs jours. Par exemple, l'hormone thyroïdienne thyroxine. La thyroxine, elle a une demi-vie de 7 jours. L'intérêt de connaître la demi-vie des hormones, c'est très important pour les dosages. Dans des cas pathologiques, dans des cas cliniques, où est-ce que un malade ou là un patient qui a un problème de sécrétion hormonale, qui a un problème, un dysfonctionnement, une anomalie de son système endocrinien, il a une hypo ou bien une hypersécrétion d'une telle hormone, toi tu vas lui donner un traitement qui est adéquat pour corriger cette hypo ou bien cette hyper sécrétion. Eh ben, il faut connaître la demi-vie de l'hormone au niveau du plasma et au niveau du sang. Il va falloir redoser pour vérifier l'état de son système endocrinien, son système hormonal. La thyroxine a une demi-vie de 7 jours. Ça ne sert à rien de doser la TSH, l'hormone qui va contrôler la sécrétion de la glande thyroïde, les jours qui vont suivre le début à le traitement. Il faut attendre plus pour voir un changement et une amélioration et un changement qui est généré par le rétrocontrôle négatif. Le mode d'action des hormones qui sera détaillé la suite à le cours avec les récepteurs membranaires et intracellulaires. Évidemment, on sait que lorsqu'un messager chimique traverse ou bien ne traverse pas la membrane plasmique, il y a des récepteurs. S'il ne traverse pas, ce sera des récepteurs membranaires ou la transmembranaire. S'il traverse, il va être des récepteurs intracellulaires. Le but, c'est de former un couple, un complexe hormone-récepteur. Et ce complexe-là, il va permettre d'initier, d'induire, de commencer, yibda, une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule qui va mettre en jeu des seconds messagers, si possible, ou là, des modifications à la composition ionique, c'est-à-dire à la concentration de la lésion à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, ou là, d'autres modifications qui ont pour but de transmettre un message et un signal à la cellule. On va changer la physiologie cellulaire, mais la cellule tarf, blé, elle doit changer son activité, elle doit exercer une activité jdeda, sortir du mode passif pour passer au mode actif pour une activité quelconque, et ainsi induire une réponse cellulaire, biologique, puis qui va devenir physiologique. Voilà comment est-ce que les hormones vont agir. Si c'est des hormones peptidiques ou hydrosolubles de manière générale, il un récepteur membranaire, cascade de réactions qui va nous donner une réponse cellulaire. Et si ce sont des hormones hydrophobes, la cellule, il un récepteur soit cytosolique, soit nucléaire. Dans les deux cas de figure, le couple, il va y être dans le noyau et réguler l'expression génique, pour réguler protéine, la synthèse protéique, et avoir une réponse cellulaire donnée. La suite est le cours avec les récepteurs membranaires se fera
une prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que cette première partie de cours vous a plu, que vous avez compris. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bqa ala khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.